Bonsoir, bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres de Présidentielle 360. La visite d'Emmanuel Macron aux salariés de Whirlpool, court-circuitée par Marine Le Pen. La présidente du FN lui a grillé la politesse en se rendant avant lui sur les sites d'Amiens. Tout sourire, elle a fait des selfies avec les ouvriers, alors que l'ancien ministre de l'économie a été sifflé à son arrivée. Nicolas Sarkozy votera Emmanuel Macron. L'ancien président l'a annoncé sur son compte Facebook. Pour lui, l'élection de Marine Le Pen entraînerait des conséquences très graves pour les Français, tandis que Jean-Luc Mélenchon ne dira pas pour qui il votera le 7 mai. Dans cette campagne de l'entre-deux tours, la bataille des images a débuté, mettant à l'épreuve les stratégies de communication des deux candidats. Emmanuel Macron a-t-il déjà perdu une manche? L'analyse et le décryptage de Christian Delporte, spécialiste de la communication politique. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission avec le hashtag sur Twitter présidentielle360. Tout avait été minutieusement préparé pour la première sortie dans cet entre-deux tours d'Emmanuel Macron. Depuis sa qualification pour le second tour, le candidat d'En Marche devait se rendre à Amiens pour y rencontrer à la Chambre de commerce des représentants de l'usine Whirlpool. Mais c'était sans compter la visite surprise de Marine Le Pen. Stéphane Amalian. Ce devait être une journée de campagne classique. Emmanuel Macron est arrivé ce matin pour une rencontre à la Chambre de commerce avec les syndicats de Whirlpool. La direction avait refusé d'accueillir le candidat d'En Marche. On va là voir les représentants des salariés. Vous avez été engagés parce que sur place, la direction de l'entreprise n'empêche. Voilà. Midi, coup de théâtre, Marine Le Pen, elle, arrive devant l'usine Whirlpool. Une visite surprise pendant le point presse d'Emmanuel Macron. Et la candidate tire à boulet rouge sur son adversaire. Emmanuel Macron venait ici et qu'il n'entendait pas rencontrer les salariés, qu'il n'entendait pas venir sur ce piquet de grève, mais qu'il allait à l'abri dans je ne sais quelle salle de la chambre de commerce pour rencontrer 2-3 personnes triées sur le volet, eh bien j'ai trouvé que c'était une preuve tellement de mépris à l'égard de ce que vivent les salariés de Whirlpool, que j'ai décidé de sortir de mon conseil stratégique et de venir vous voir. Emmanuel Macron est pris de court, mais la réplique ne tarde pas à venir. Madame Le Pen est donc venue à Amiens parce que j'y venais. Bienvenue à elle. Mais Madame Le Pen n'a pas compris comment fonctionnait le pays et nous n'avons définitivement pas les mêmes ambitions ni les mêmes projets. Madame Le Pen, elle fait, elle, de l'utilisation politique, puisqu'elle va haranguer des militants politiques sur un parking. Puis, changement de programme, Emmanuel Macron se rend lui aussi à l'usine. Il parvient à prendre la parole après avoir été chahuté pendant près de 45 minutes. Je ne vous fais pas de promesses en l'air, monsieur. Moi, je ne vous fais pas de promesses en l'air, là. Je vous dis juste, ça va durer. Non, le redressement de la France, il va prendre du temps. Il va être difficile. Mais non! Mais je sais bien que le combat, il se fait là. Mais je ne vous fais pas de promesses en l'air. Et je reviendrai. Et je reviendrai pour rendre compte. L'exercice est rude pour Emmanuel Macron, mais le candidat d'En Marche ne se démonte pas face aux salariés. L'épisode Whirlpool marque le début d'une campagne très dure pour le second tour, alors qu'Emmanuel Macron a été critiqué ces derniers jours pour son absence sur le terrain. Et dans ce contexte, les deux candidats ont présenté leurs affiches de campagne pour le second tour et leur nouveau slogan. Pour Emmanuel Macron, ce sera « Ensemble la France ». Pour Marine Le Pen, « Choisir la France ». La candidate FN qui ne cache plus tendre la main aux électeurs de la France insoumise, Julien Desvages. 11h30, le conseil stratégique de campagne vient tout juste de se terminer. Marine Le Pen s'engouffre dans une voiture. Personne ne sait encore qu'elle prend la direction de l'usine Whirlpool d'Amiens. Car l'événement que tout le monde attend ici, c'est la présentation de la nouvelle affiche et du nouveau slogan de campagne de la candidate. C'est un projet revigorant que nous proposons aux Français et que résume parfaitement l'affiche que nous allons vous présenter. Marine incarne ce choix. Elle incarne le choix de la France. Choisir la France, voilà le slogan pour ce second tour. Par opposition, choisir Emmanuel Macron, ce serait donc choisir l'étranger. C'est le message que les lieutenants de Marine Le Pen ont martelé. Ce slogan résume bien notre projet, choisir la France, face à un candidat, M. Macron, qui veut choisir l'oligarchie, qui choisit le mondialisme, qui choisit l'Union européenne, mais jamais la France. Sur cette affiche, Marine Le Pen dévoile sa féminité. La bibliothèque, elle, rappelle certains portraits officiels de président de la République. Autre détail important, seul le prénom de la candidate reste, aucune référence au nom de famille Le Pen. Le Front National continue dans sa stratégie de rassemblement en ciblant notamment
les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Chez M. Mélenchon, il y a des électeurs aujourd'hui qui ne souhaitent pas que le candidat du système, le candidat des finances, le candidat du MEDEF, le candidat des banques soit leur président de la République et qui vont porter leur voix et leur soutien sur Marine Le Pen. Nous le savons parce qu'aujourd'hui, nous le voyons bien dans les mails, dans les témoignages que nous recevons, il y a un vrai réservoir électoral chez plusieurs candidats. Aller chercher des voix, donc une stratégie résolument offensive de la part de Marine Le Pen. Dans cette bataille de communication, depuis le soir du premier tour, la candidate du Front National ne cesse de marquer des points. Je vous le disais en titre, Nicolas Sarkozy, dans un message Facebook, appelle clairement à voter en faveur du candidat d'En Marche, alors que Jean-Luc Mélenchon refuse de dire pour qui il votera au second tour. Du côté des militants de la France Insoumise, la consultation a commencé. Mounir Soussi et Julie Hulin. Lever les interrogations et clarifier la position de la France Insoumise pour le second tour. Deux missions délicates pour les cadres du mouvement. Jean-Luc Mélenchon a refusé de donner une consigne de vote au soir du premier tour et son équipe assure qu'il gardera aussi le silence sur son choix personnel. Jean-Luc Mélenchon aura sa décision et son choix personnel, il gardera sans doute pour lui. Et ensuite, il y a une dimension politique et la dimension politique, elle est réglée par la publication des résultats de la consultation que nous organisons. Le principe de cette consultation, proposée aux 450 000 personnes inscrites sur le site de la France Insoumise, était annoncé bien avant le premier tour. 3 options sont aujourd'hui proposées, le vote blanc ou nul, le vote pour Emmanuel Macron ou l'abstention. Le vote pour Marine Le Pen n'est pas envisagé. Critiquée pour son refus d'appeler officiellement à voter pour Emmanuel Macron, la garde rapprochée de Jean-Luc Mélenchon rejette les procès d'intention et enrage que l'on puisse comparer leur mouvement à celui de Marine Le Pen. Il est un peu l'heure aussi des examens de conscience. C'est pas moi qui mets le Front National au deuxième tour. C'est pas moi qui le fais. Et je dois dire que je suis prêt à discuter avec beaucoup de gens, mais pas ça. Mais à l'inverse, je répète, faites passer le message. Ça n'est pas un nini. C'est pas Macron-Le Pen égale Le Pen. C'est pas ça notre. D'ailleurs, dans les options, vous le voyez clairement. Et je le dis clairement. Vous l'avez vu dans le texte que nous présentons. Il ne faut pas voter Front National. Il ne faut pas. Les résultats de la consultation seront publiés mardi 2 mai. Des chiffres qui pourraient éclairer les 7 millions d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui très divisés. Et Florian Philippot, vice-président du Front National, était l'invité de notre émission L'épreuve de vérité. Il a réagi à cette double visite d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen à Amiens. Écoutez. Il a les soutiens de l'oligarchie, mais d'après les images qu'on a vues de Whirlpool, il n'a pas les soutiens de la population. Et ça, je crois que ça devrait l'inquiéter. Moi, ça ne me surprend pas que j'ai vu le président de la Commission européenne, j'ai vu l'UOIF, les islamistes de l'UOIF appeler à voter pour lui. J'ai vu Annie Ramadan, qui a été virée de France il y a quelques jours pour radicalisation islamiste. Vous voulez dire quoi aussi. J'ai vu le PS, j'ai vu Hollande, j'ai vu Valls qui a dit qu'il voulait faire partie de son gouvernement. Tout cela, j'ai vu Madame Parizeau qui quémande déjà un poste, l'ancienne du MEDEF. Des Républicains. J'ai vu des Républicains, pas tous, mais j'en ai vu effectivement. Non, mais quand je dis républicain, tout ça républicain au sens large. Non, mais républicains, les républicains. Ah, ouais. Je veux dire, ça ne m'étonne pas. C'est toute l'oligarchie qui se coalise autour de sa candidature et de son candidat, c'est tout. Et ça, c'est la preuve qu'il est un candidat coupé de la réalité. C'est le candidat de l'oligarchie. Vous résumez en Donc, fait. Donc il défend la politique. Vous résumez l'opinion publique et les Français entre d'un côté. Voilà. On fera la remontada. Nous avons 10 points de remontada à faire, et ben on va la faire joyeusement en une dizaine de jours. Forte hausse du chômage en mars, plus 1,3%. Cela représente 43 700 demandeurs d'emploi supplémentaires. À noter que cela constitue cependant une baisse sur un an de moins 0,9%. Et justement, j'accueille Tam Tranui. Bonsoir Tam. Avec vous, on va voir les programmes économiques des candidats et notamment les objectifs de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron en matière de lutte contre le chômage de masse. Oui, alors on découvre d'ailleurs sur leurs objectifs que Marine Le Pen a beau régulièrement tonner contre le nombre de chômeurs, d'ailleurs qu'elle l'exagère toujours. Hier encore, sur le plateau de TF1, elle a parlé de 7 millions de chômeurs, alors qu'on est au maximum, si on comptabilise les 3 premières catégories, à 5,5 millions. Donc elle a beau exagérer les statistiques, elle ne donne aucun objectif chiffré pour son quinquennat si elle était élue en matière de réduction du nombre de chômeurs. En revanche, Emmanuel Macron, lui, veut revenir à un taux de 7% de chômeurs horizon 2022 contre 10% aujourd'hui. Alors concrètement, quelles sont les propositions de Marine Le Pen pour réduire le chômage, Tam ? Eh bien, Marine Le Pen, elle ne parle jamais de chômeurs dans son programme. Pas une seule fois le terme n'est utilisé parmi les 144 propositions, j'ai vérifié. La candidate du Front National n'a donc pas une seule mesure pour réformer l'assurance chômage qui est très déficitaire ou encore sur les indemnisations.
Donc ces propositions ne concernent que l'emploi ? Et oui, effectivement. Et d'ailleurs, pour elle, c'est assez simple. C'est toujours la même recette, choisir la France au lieu de l'étranger. Déjà, le cadrage général pour Marine Le Pen, eh bien, il faut sortir de l'Union européenne, revenir aux France, qui serait synonyme de crise politique, de crise économique. Et nécessairement, il y aurait un impact sur l'emploi. Par ailleurs, pour lutter contre le chômage de masse, Marine Le Pen propose la priorité nationale pour l'emploi, qui passe par une taxe sur l'embauche des salariés étrangers, y compris ceux de l'Union européenne, ce qui change par rapport à la situation actuelle. Elle propose aussi de fusionner le CICE avec les allègements de charges, un dispositif qui serait conditionné au maintien de l'emploi sous peine de remboursement par l'entreprise. Et qu'en est-il pour Emmanuel Macron, Tam ? Eh bien, lui compte sur son programme économique qui permet de libérer les entreprises de leurs entraves pour renouer avec la croissance et l'emploi. Il propose donc des allègements de charges pour les entreprises, l'investissement également dans la formation. D'ailleurs, il en a beaucoup parlé à Whirlpool aujourd'hui. Et puis également, il propose des protections, mais au niveau européen et pas au niveau national. Mais lui propose une réforme de l'assurance chômage. Oui, et c'est là la grande différence, c'est qu'il propose une réforme extrêmement ambitieuse de l'assurance chômage, avec d'abord une reprise en main par l'État, alors qu'aujourd'hui l'assurance chômage est entre les mains des partenaires sociaux à travers l'UNEDIC. Il met également en place un système de bonus-malus pour pénaliser les entreprises qui ont le plus recours au CDD. Également, il étend l'assurance chômage à tous les travailleurs, c'est là une des grandes mesures, l'universalité de l'assurance chômage, donc aux indépendants, mais aussi aux personnes qui démissionnent dans une limite d'une fois tous les 5 ans, ce qui d'ailleurs pourrait coûter au passage très cher. En contrepartie, eh bien, Emmanuel Macron contrôle davantage les chômeurs. Il met en place des sanctions plus sévères. Toute personne qui aura refusé 2 emplois décents, eh bien, se verra ses allocations chômage suspendues. Et puis enfin, niveau financement, il préconise une augmentation de la CSG, ce qui veut dire que tous les Français paieraient pour l'assurance chômage au lieu de seuls les salariés aujourd'hui. En résumé donc, Marine Le Pen n'a pas d'objectif chiffré de réduction du chômage ni de proposition de réforme de l'assurance chômage, mais une réforme de l'emploi qui se résume en un mot, la priorité pour les Français. Emmanuel Macron, lui, a un objectif, 7% de chômeurs en 2022, ce qui est très ambitieux, tout comme sa réforme, dont la mise en œuvre est une véritable révolution et dont le chiffrage peut inquiéter. Merci beaucoup, Tam, pour toutes vos précisions. La bataille des images a commencé entre les deux finalistes et pour l'instant, Marine Le Pen semble avoir un temps d'avance. La candidate FN occupe le terrain, tandis qu'Emmanuel Macron multiplie les faux pas. Sandra Cerquera. Un discours jugé décevant, une fête controversée à la Rotonde. Depuis sa qualification au second tour, Emmanuel Macron doit répondre aux critiques sur son attitude dimanche soir et sur sa discrétion. Alors qu'il consulte en vue d'une future majorité, donnant l'impression d'enjamber le second tour, Marine Le Pen, elle, est omniprésente sur le terrain. Excès de confiance ou erreur de communication, Emmanuel Macron ne repart en campagne qu'aujourd'hui, après un passage sur France 2 où il est apparu le visage beaucoup plus sévère et combatif, contrastant avec celui de dimanche soir. J'assume totalement et j'assumerai toujours. Ce ne sera pas le diktat d'une bien-pensance triste qui me dira où je dois aller. L'objectif maintenant pour lui, rattraper les 2 jours perdus, où il va pour cela multiplier les déplacements sur des terres favorables au FN. Hier soir sur TF1, Marine Le Pen, elle, est apparue souriante, jouant la carte de la sérénité, et même la mère de famille qui cherche à rassembler. Je crois sincèrement que le projet de M. Macron est ultra minoritaire. Il veut vraiment la France soumise. Là, pour le coup, il pourrait récupérer peut-être ce slogan détourné de Mélenchon. Selon un sondage Harris Interactive, 61% des Français pensent que Marine Le Pen a mieux réussi le début de la campagne du second tour. Et mon invité ce soir, Christian Delporte, vous êtes historien, spécialiste des médias et de la communication politique. La journée aura été marquée par cette séquence incroyable qui s'est déroulée en direct sur les écrans des chaînes d'infos de Marine Le Pen, qui a court-circuité la visite d'Emmanuel Macron à Amiens, suivie dans l'après-midi de l'arrivée en direct du candidat d'En Marche sur le site de Whirlpool. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un, selon vous, qui sort vainqueur ou peut-être perdant de ce duel médiatique aujourd'hui? Vous le disiez tout à l'heure, c'est une bataille d'images et d'une certaine manière, la campagne électorale du deuxième tour commence aujourd'hui à travers ces images. On peut dire que la matinée a été favorable à Marine Le Pen dans la mesure où elle a occupé ce terrain de l'image. D'abord parce qu'elle comprend très bien comment fonctionne la télévision et qu'elle a fait un coup de com'. Il n'y a pas de coup de com' si
les médias ne le relaient pas. Parce qu'au fond, elle est arrivée, elle a fait une déclaration, elle a fait des selfies, elle a promis quelque chose, mais qu'elle sauverait cette usine, mais on lui signe un chèque en blanc. Donc, mais néanmoins, cette première phase lui a été favorable. La deuxième, a-t-elle été favorable à Emmanuel Macron? C'est comme dans un film, hein. Il y a une intrigue, ça commence parfois très mal, et puis ça peut se terminer très bien aussi. Ça a duré 1h30. C'est long, 1h30. Marine Le Pen était venue 20-25 minutes. Et au départ, ça se passe plutôt mal, et on a ces images. On l'a vu, hein, il est sifflé à l'arrivée. Il est sifflé, il est hué. Oui. On entend des cris Marine présidente. Mais il reste, il ne s'en va pas, et il cherche le dialogue. Et au bout du compte, on a cette image assez étonnante à la fin, où il serre des mains. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir? Qu'est-ce que les télévisions vont retenir? Le vacarme du début, ou le fait qu'il soit resté pendant 1h30 en parlant effectivement, comme il le dit, avec responsabilité. Ça, c'est la suite des choses qu'il nous le dira. En effet, on a beaucoup critiqué le retard à l'allumage en quelque sorte d'Emmanuel Macron dans cette campagne d'entre-deux tours. Est-ce qu'avec cette séquence, ce retard est effacé? Est-ce qu'il peut encore rattraper ce retard par rapport à une candidate, on l'a vu, très habituée des déplacements sur le terrain? C'est encore long, la campagne électorale du deuxième tour. Il y aura encore d'autres étapes et on voit que tous les jours, finalement, il va se passer quelque chose. Néanmoins, je pense que Emmanuel Macron, là, est vraiment entré dans une campagne où seule Marine Le Pen était entrée jusqu'à présent. Et c'est dans ce genre de confrontation de terrain que se révèlent des candidats et des présidentiables. Donc, d'une certaine manière, on ne va plus parler de la rotonde du discours. La page est tournée. Je pense que la page est tournée. On va parler de ça. Est-ce qu'il en sera bénéficiaire ou pas? C'est encore difficile de le savoir aujourd'hui. Ouais. On entendait Emmanuel Macron dire qu'il refusait que son propre rythme lui soit imposé par les médias. Ça, c'est une erreur de stratégie, de compréhension justement du rythme, au contraire, qui est imposé par les médias dans cette campagne. Alors pour ne pas être marqué par le rythme médiatique, il faut s'appeler François Mitterrand. Donc c'est effectivement ce qu'il avait fait dans la campagne de 1988 et on disait à l'époque combien les silences du Mitterrand étaient du génie politique. On n'est plus dans cette période-là. Les candidats ne sont sans doute plus à la hauteur de François Mitterrand. Mais bien sûr qu'une campagne électorale, elle se fait au rythme médiatique. Et donc, on va le voir dans les jours qui viennent, ne serait-ce que ce soir, à travers le meeting d'Amiens pour Emmanuel Macron. C'est un meeting, c'est d'abord fait pour les médias, d'abord fait dimanche et d'abord fait pour la télévision. Ouais. Justement, sur ce choix d'Emmanuel Macron de cibler les régions justement où le Front National a fait un bon score, est-ce que c'est un choix risqué? Est-ce qu'il est en terrain miné? Est-ce qu'il ne risque pas justement d'être confronté à se voir talonné à chaque déplacement par Marine Le Pen? Peut-être pas de cette façon-là, mais je pense qu'il a raison d'aller dans les régions qui ne lui sont pas favorables. Puisque, en fait, toute la démonstration que nous montrent d'ailleurs les cartes électorales, c'est qu'il y a une France qui a voté Le Pen et l'autre qui a voté Macron, je dirais là. Et la France des déshérités a plutôt voté Le Pen. Donc il a, en termes de communication, tout à fait raison d'aller sur ces terrains, dans le monde ouvrier, dans le monde rural, ne serait-ce que pour affirmer son courage politique. Dans cette campagne d'entre-deux tours, on a vu aujourd'hui les nouvelles affiches avec les nouveaux slogans des deux candidats. Ensemble la France pour Emmanuel Macron, choisir la France pour Marine Le Pen. Quelle lecture faites-vous de ces deux affiches? Alors dans le cas d'Emmanuel Macron, on a un slogan qui est quand même pas très original, c'est assez classique, qui avait déjà été pris il n'y a pas assez longtemps par Jacques Chirac en 2002 ou Nicolas Sarkozy en 2007. Il y a la volonté de marquer un rassemblement et de marquer de manière très traditionnelle une crédibilité présidentielle. L'affiche de Marine Le Pen, d'ailleurs, a été plus commentée parce qu'elle est beaucoup plus surprenante. On a là l'image d'une femme politique qui est un petit peu working girl, une certaine décontraction marquée par le fait qu'elle soit assise en partie sur cette table. Mais derrière, il y a l'arrière-fond présidentiel, cette bibliothèque que nous avons tellement vue avec De Gaulle, Pompidou ou Mitterrand. Avec les prédécesseurs, effectivement. Alors, on voit qu'il y a cette dimension, elle veut se présidentialiser. Est-ce qu'elle y est parvenue, selon vous? À travers cette affiche... Et à travers aussi sa campagne et son parcours. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que c'est une campagne autour d'elle, très personnalisée. Et une campagne électorale présidentielle,
c'est d'abord la personnalisation, c'est d'abord l'affirmation des personnalités. Et de ce point de vue, c'est une stratégie qu'elle a établie depuis son arrivée au Front National, ne serait-ce qu'à travers le prénom qui finalement efface le nom de son père, Marine, et elle y est plutôt bien parvenue. Ouais. On voyait ce coup de com' aujourd'hui, comme vous l'avez décrit, avec cette visite surprise à Amiens de Marine Le Pen. Quelles sont ses limites dans sa stratégie de communication et dans sa stratégie de campagne sur le terrain dans cet entre-deux-tours? Le problème, c'est qu'un coup de com', c'est un fusil à un coup. Hein. On ne peut pas faire le même coup de com' tout le temps. Donc il va falloir inventer autre chose. En plus, elle ne peut pas non plus suivre en permanence ce que va faire Emmanuel Macron, parce que c'est assez risqué. Vous savez, celui qui s'impose dans une campagne électorale, c'est celui qui impose ses thèmes, et au-delà de ses thèmes, qui s'impose lui-même. Donc il va falloir tout de même qu'elle invente autre chose. Ouais. On sait que le New York Times aujourd'hui a appelé Emmanuel Macron à retenir aussi les leçons, je cite, d'arrogance mortifère de la campagne Clinton. Est-ce qu'on est un peu dans la même situation que ce qui s'est passé aux États-Unis, Christian Delporte? Ça n'est pas impossible. Ça n'est pas impossible. Vous savez, pour l'instant, on est dans une fourchette de 60-40. Il n'est pas impossible que tout ça se resserre. Il n'est pas impossible que l'abstention soit forte. Donc, il ne faut pas se laisser abuser par des sondages trop favorables. Ce sont les Français qui décident au bout du compte. Et en 2 semaines, il peut se passer beaucoup de choses. Il y aura ce temps fort dans cette campagne, ce débat télévisé entre les 2 candidats. C'est prévu le 3 mai. Quels sont les avantages dans cet exercice et les points faibles de chaque candidat? Alors, d'abord, de mémoire, aucun débat à si peu de temps du 2e tour n'a changé véritablement les choses. De manière générale, les électorats sont déjà bien cristallisés, les choix sont sûrs et ça ne change pas grand-chose. Alors, évidemment, ce que l'on dit aujourd'hui, c'est qu'on a une Marine Le Pen qui est une grande oratrice, qui a une expérience politique et qui peut-être aurait l'avantage. Et que dans ce type d'exercice, l'outsider serait Emmanuel Macron. Et on a vu finalement que dans les débats précédents, la différence n'était pas aussi forte qu'on pouvait le supposer. Et puis vous savez, en 1960, pourquoi Kennedy a gagné? On a dit que Kennedy avait gagné le débat, pas parce que franchement il l'avait gagné, mais parce qu'il était l'outsider et qu'il avait résisté à Nixon. Donc vous voyez, c'est une alchimie complexe. Eh bien, merci beaucoup, Christian Delporte, pour votre éclairage. Dans le reste de l'actualité, eh bien, c'est la pression que met l'Union européenne sur le Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Il s'est exprimé cet après-midi devant les eurodéputés à Bruxelles. Alors, avant de retrouver notre journaliste sur place, Noura Madi, écoutez bien, la réaction de Guy Verhofstadt, l'ancien Premier ministre belge, qui s'en est pris à Viktor Orban. On l'écoute. Vous avez harcelé les ONG, chassé les médias critiques, vous avez construit des murs, vous avez également tenté de restaurer la peine de mort, même si ce n'est pas possible dans son autre traité, puis vous avez décidé de fermer une université. Et ma question est la suivante. Jusqu'où allez-vous aller? C'est quoi la prochaine fois? La prochaine chose? Vous allez brûler des livres de l'autodafé devant le Parlement en Hongrie? Le Kossuth Square, c'est ça la prochaine démarche? Tout de suite retrouver Noura Madi en direct de Bruxelles. Bonsoir Noura, vous avez suivi pour nous cette intervention de Viktor Orban. On sait que la situation en Hongrie provoque une inquiétude générale chez les dirigeants européens. Alors qu'avez-vous retenu de cette intervention cet après-midi ? Écoutez Delphine, ce n'est pas la première fois que Viktor Orban vient au Parlement européen s'adresser aux parlementaires notamment pour défendre sa politique et comme d'habitude, et on l'a entendu dans les mots très durs de Guy Verhofstadt, ce fut un face-à-face extrêmement tendu. Guy Verhofstadt d'ailleurs qui a comparé Viktor Orban à un Emmanuel Macron hongrois à l'époque où il avait commencé la politique dans les années 90 à la chute du bloc communiste. Inutile de vous dire que cet après-midi ce fut surtout le procès de l'Union européenne et la campagne présidentielle française s'est largement invité dans les débats, mais ce fut donc un débat de bout en bout face à un Viktor Orban inflexible qui a conduit en fait les parlementaires à essayer d'obtenir des explications, mais celui-ci a été droit dans ses bottes. La loi qui prévoit la fermeture de l'université centrale financée par le milliardaire américano-hongrois George Soros, c'est selon lui une nécessité face aux infiltrations étrangères, une forme de nationalisme culturel. La consultation envoyée à tous ses concitoyens intitulée Stop Bruxelles
Bruxelles. C'est surtout pour lui un bon levier pour réformer l'Union européenne et pour redonner la confiance au peuple. Inflexible face aux attaques, il a ensuite comparé l'Union européenne qui viendrait potentiellement atteindre la souveraineté nationale de la Hongrie à l'Union soviétique. Nigel Farage, le leader du camp du Brexit, s'est lui aussi attaqué à la position du Premier ministre hongrois en lui disant « Vous manquez de courage, vous devriez à ce moment… » convoquer un référendum pour sortir la Hongrie de l'Union européenne, pour vous débarrasser des fanatiques de la Commission européenne qui, on le voit bien, prennent position face à Marine Le Pen pour Emmanuel Macron dans la campagne présidentielle française. De toute façon, une procédure d'infraction a été officiellement ouverte aujourd'hui. Un courrier a été envoyé à Varsovie pour obtenir des explications à 2 jours d'un sommet sur le Brexit et en pleine campagne présidentielle. C'est aussi un signal qui a été envoyé aux électeurs français. Merci beaucoup Nora pour ces précisions. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, l'épreuve de vérité spéciale présidentielle. Invité ce soir, le vice-président du FN, Florian Philippot. Bonne soirée et à demain, 18h.